Bonsoir, bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Pour beaucoup d'entre nous, en Martinique, le centre hospitalier, c'est un acteur vital. Il est aussi parfois associé à des défis colossaux et une perception de manque de moyens. Ce soir, nous allons essayer de tordre le cou à quelques idées reçues en montrant un autre visage du CHUM, notamment une révolution silencieuse est en train de se mettre en place, celle de la transformation numérique, pour moderniser l'offre de soins, pour aussi garantir une meilleure sécurité aux patients et des meilleures conditions de travail aux 7000 agents. Pour en parler ce soir, nous avons la personne pertinente, Rodrigue Alexander, bonsoir. Bonsoir Manuel, bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes directeur adjoint du CHU Martinique et notamment en charge de la transformation numérique. La transformation numérique, enjeu de modernisation de l'offre de soins en Martinique, terre d'innovation, c'est parti. Bonsoir, Rodrigue Alexander. Bonsoir Manuel. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter très rapidement vos missions, au sein du FUM de Martinique? Alors je suis un directeur d'hôpital avant tout, formé à l'École des hautes études de la santé publique à Rennes et je suis à la Martinique depuis avril 2022 où j'occupe la responsabilité de directeur adjoint en charge des systèmes d'information, du biomédical et des opérations. Quelque part, à travers la mission qui m'est confiée par le directeur général, il s'agit d'impulser la transformation numérique, de l'accélérer, de m'appuyer sur d'autres directions fonctionnelles, savoir la qualité, la relation avec les usagers, la recherche et l'innovation, mais pour faire progresser notre établissement. Alors, le CHU, c'est 7000 salariés, peut-être plus. C'est un acteur central de soins en Martinique. Il y a des défis, le défi de l'insularité pour la Martinique. Il y a aussi le défi, on sait, de la démographie médicale qui est insuffisante. Pourquoi la transformation digitale, pour vous, est un enjeu, voire peut-être un enjeu le plus structurant pour le CHUM en Martinique? Alors, la transformation numérique est fondamentale. Alors, je suis directeur des systèmes d'information depuis 13 ans dans 3 établissements différents et j'ai souhaité garder cette direction fonctionnelle parce que je considère qu'on est au carrefour de l'ensemble des modernisations et des évolutions qui sont attendues dans notre système de santé. Donc, sur la transformation numérique, à travers les évolutions technologiques qu'on peut retrouver chez les éditeurs, chez les industriels, nous-mêmes en tant que particuliers, on le voit au quotidien dans nos smartphones, mais la réalité, c'est qu'à travers les déploiements qu'on peut faire, on améliore la qualité des soins, on améliore la sécurité des soins avec un certain nombre d'alertes, on renforce l'ergonomie, les conditions de travail de nos professionnels, on facilite le partage de l'information, la communication entre acteurs en charge du système de santé. Et puis je ne serais pas directeur d'hôpital si je ne dirais pas que derrière une dépense faciale, on améliore l'efficience de nos hôpitaux parce qu'on facture mieux et puis on optimise les dépenses. D'accord. Alors, on va rentrer tout à l'heure dans le cœur du sujet de quelques modernisations que vous avez déjà mises en place et de chantiers que vous êtes en train de conduire. On peut peut-être déjà s'arrêter sur cette nouvelle. Récemment, le CHU a été certifié pour la première fois par la Haute Autorité de Santé. Vous allez rappeler ce que cette certification veut dire et puis quel rôle justement la dynamique numérique que vous portez a joué pour cette reconnaissance majeure. Alors, la certification, c'est une évaluation externe qui est réalisée par une autorité administrative indépendante, la Haute Autorité de Santé, qui est située dans l'Hexagone et qui s'appuie sur des experts visiteurs, des personnes indépendantes, des pairs, des directeurs d'hôpitaux, des médecins, des cadres de santé, qui sillonnent la France, qui sont soumis à une charte de déontologie et qui viennent regarder comment un établissement de santé, qu'il soit public ou qu'il soit privé, vient se mettre en conformité avec des exigences d'un manuel. Et le manuel a 130 points de vérification. C'est comme un D'accord. contrôle technique sur une voiture. Et donc, ils viennent tous les 4 ans. Et en Martinique, l'établissement n'avait jamais été certifié. Et suite au travail qui a été réalisé par la communauté hospitalière, suite à la visite du mois de mai, on a eu le plaisir, il y a 2 semaines, d'apprendre qu'on était certifié avec une conformité à 95% par rapport au manuel de certification. Le numérique a une place centrale dans cette affaire. Ça a été rappelé assez régulièrement par les experts pendant la visite, mais également dans le rapport qui est public, qui est disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé, puisque la Haute Autorité de Santé a bien conscience que derrière, pour mieux soigner, pour décloisonner, pour partager l'information médicale, pour éviter des erreurs, mais le numérique est central et je pense qu'au fil de l'émission, on aura l'occasion d'identifier par quelques axes particuliers. Tout à fait. Et je voulais
je prends la balle au bon. Je voulais qu'on parle de cette logique de continuité et de coordination des soins, où le numérique peut avoir un rôle important. Alors, il y a beaucoup de termes techniques, il faut le dire, au niveau du médical. Donc, il y a un nouveau terme qui est apparu il n'y a pas si longtemps, c'est le dossier patient informatisé, le DPI. Et il est au cœur de cette mutation numérique. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que je ne suis pas certain que tous les Martiniquais sont au courant de ce que c'est le DPI. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il permet? Est-ce qu'il permet une meilleure enfin, un meilleur transfert de l'information entre les différents centres hospitaliers. Qu'est-ce que c'est concrètement? Si Ouais. je devais résumer, le dossier patient informatisé, c'est la colonne vertébrale de l'hôpital pour l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux. Il faut imaginer qu'il y a encore quelques années, en Martinique, il y a 2 ans encore, la traçabilité des soins était réalisée au format papier. Donc vous alliez à l'hôpital, vous voyez l'infirmière qui renseigne au papier des informations, vous voyez ensuite le médecin qui renseigne encore des informations sur encore un autre support, et puis quand vous êtes pris en charge, le lendemain, vous revenez dans une autre spécialité. L'équipe qui vous prend en charge le lendemain ne sait pas ce qui a été renseigné la veille parce que tout ça était stocké dans des classeurs, sur des chariots, stocké dans des étages et parfois au niveau du service des archives. Le dossier patient informatisé, il vient permettre de faire une traçabilité directement dématérialisée. Il permet de partager l'information médicale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire que vous soyez à Trinité, que vous soyez à Mangovulsin, que vous soyez à Clarac, le médecin voit en temps réel l'ensemble de la prise en charge qui a été réalisée. Et ce qui est extrêmement intéressant dans le dossier patient informatisé, c'est qu'il vient amener des systèmes d'aide à la décision médicale. Donc, il faut imaginer que vous êtes praticien, vous prescrivez un médicament, le système vous dit attention, attention, vous prescrivez, est-ce que vous êtes sûr de prescrire ce médicament? Parce que le patient, manifestement, est allergique. Est-ce que vous êtes sûr de prescrire? Parce que le patient a des résultats de biologie qui ne sont pas compatibles avec le médicament prescrit. C'est une révolution pour la Martinique. Alors, ça existait déjà assez largement ailleurs au niveau hexagonal, mais en Martinique, c'est une révolution pour le CHU de la Martinique, mais également pour l'ensemble des établissements publics, parce qu'on a déployé cette solution dans 9 établissements publics qui appartiennent au groupement hospitalier de territoire de Martinique. Donc que le médecin soit au Marin, au Carbet, au Saint-Esprit, il voit l'information médicale dans l'intérêt de nos patients. Très bien. Et euh, ça veut dire que c'est généralisé, ça y est, ou qu'il y a encore finalement la coexistence du dossier patient informatisé avec le papier? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, on a avancé à grands pas. Il faut savoir que le déploiement d'un dossier patient informatisé, c'est entre 5 et 7 ans à l'échelle d'un CHU comme le nôtre. En moins de 2 ans, nous avons réussi à déployer le dossier dans l'ensemble des services d'hospitalisation complète des hôpitaux publics de Martinique, tous. Il nous manque que les secteurs de pédiatrie pour lesquels on a des discussions de paramétrage compte tenu de la spécificité pour les enfants. On l'a déployé assez massivement dans plus de 80% des services de consultation externe. Donc, si vous venez voir un praticien à Mangovulsin pour une consultation d'ORL, il est probable que vous voyez le médecin taper sur un clavier et renseigner vos informations derrière. Donc là, aujourd'hui, on est dans une phase de peaufinement. On rajoute des nouveaux services. On travaille sur la prise de rendez-vous en ligne, on travaille sur des rappels de rendez-vous par SMS, tout ça rattaché au dossier patient informatisé. Et ce que je peux dire quand même, c'est que je sais qu'il y a quand même malgré tout une forme d'impatience de notre communauté hospitalière. Nous avons reçu au mois de juin, je me suis rendu sur Paris avec des collègues, pour recevoir le prix du déploiement le plus rapide de dossier patient informatisé de notre industriel, qui occupe 39 000 lits à l'échelle nationale. Il a identifié sur la Martinique qu'il y avait une spécificité, une capacité à déployer vite la solution et on a été fait un retour d'expérience. Très bien, félicitations. Alors, il y a aussi l'enjeu de la relation, ce qu'on appelle ville-hôpital, c'est-à-dire que vous allez avoir une relation normale avec votre médecin traitant, mais peut-être que vous allez après devoir avoir des soins dans l'hôpital. Et il faut que l'information circule entre l'hôpital et le médecin et vice-versa. Vous avez progressé sur cela au niveau informatique, au niveau numérique? Alors, ça a été un des chantiers prioritaires. En arrivant en 2022, ma première réaction a été de prendre contact avec ce qu'on appelle la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé. C'est le docteur Anne Criquet-Taillotte qui est la présidente de cette structure et qui fédère les médecins libéraux, les infirmiers libéraux, les kinés libéraux, etc., pour leur demander quelles étaient leurs difficultés vis-à-vis de l'hôpital, pour voir comment notre transformation numérique pourrait les aider. Le premier sujet sur lequel on a travaillé, ils nous ont dit, écoutez, quand on veut un avis d'un médecin à l'hôpital, on ne sait pas quoi faire, vos secrétariats ne répondent pas. Donc, pas très courageusement, j'aurais indiqué que les secrétaires médicaux, c'est un chantier très, très complexe et qu'on n'arrivera pas à le régler rapidement. On a travaillé sur des logiques de transformation, à la fois en téléphonie, en mettant des annuaires dédiés de médecin à médecin, comment je suis devant mon patient à casse-pilote et que j'appelle directement pour tomber sur le pneumologue. Et puis, des plateformes de téléexpertise. Alors, c'est quoi la téléexpertise? Vous êtes devant votre médecin, généraliste, il identifie que vous avez une lésion cutanée, par exemple, qui semble anormale, qui pourrait être un cancer. Il prend son smartphone, il se connecte, il fait une photo,
Ils cherchent le service de dermato du CHU de la Martinique, ils valident avec un contexte clinique et nos médecins reçoivent la demande de manière strictement sécurisée et apportent une réponse. L'an dernier, on a fait 1100 demandes de téléexpertise reçues dans l'établissement, donc ça vient améliorer quelque part la prise en charge et le fait de pouvoir accélérer l'accès à un avis spécialisé, donc éviter que le patient se retrouve aux urgences quand on peut. Dans l'autre sens, on y a travaillé également parce qu'ils nous ont dit, écoutez, c'est bien ce que vous nous dites, mais les patients, vous les prenez en charge à l'hôpital, ils reviennent nous voir dans le cabinet, docteur, ma prescription s'est arrêtée, mais on ne sait pas qui sont venus chez vous, on ne sait pas qui est-ce qui les a pris en charge, ce qui leur a été réellement prescrit. Donc on a travaillé à des systèmes d'envoi automatique, dématérialisé, de compte rendu par une messagerie sécurisée de santé qui est nationale. Donc tous les mois, on fait à peu près 12 000 envois. Et donc dès lors que notre médecin produit son compte rendu, il le produit avec de la dictée numérique à reconnaissance vocale, un peu comme vous faites avec Siri, avec vos smartphones derrière. Quand il valide son compte rendu, il part de manière automatique et instantanée au médecin correspondant. Donc on doit encore progresser sur l'exhaustivité, il y a encore des petits réflexes que toute la communauté n'a pas, mais selon les dires des médecins généralistes de Martinique, c'est une évolution un peu notable. Ils ne comprenaient pas comment les patients qui se faisaient soigner en région parisienne, ils recevaient des comptes rendus, mais pas les comptes rendus du CHU de la Martinique spécifiquement. Et en termes de généralisation, c'est quoi les défis pour réussir à faire que ce dont vous parlez là, ça soit généralisé pour l'ensemble des relations ville et hôpital? Alors, les défis sont à plusieurs niveaux. S'agissant de l'accès aux avis spécialisés, c'est la conviction des équipes médicales. J'ai évoqué sur la partie téléphonie 46 spécialités. Sur la téléexpertise, on a 15 spécialités qui sont connectées. Alors, c'est déjà très bien, mais on aimerait aller encore plus loin en allant convaincre les équipes médicales d'avoir une organisation qui permet d'avoir un médecin un peu de permanence sur la semaine, qui traite les demandes et qui puisse y répondre comme le font les autres spécialités. S'agissant des comptes rendus qu'on envoie vers la ville, l'enjeu, il est majeur. C'est déjà d'acculturer les médecins au fait de réaliser des comptes rendus, parce que quand on était papier, on n'était pas très encouragé à faire des comptes rendus, ça faisait perdre beaucoup de temps, même si c'était réglementaire pour les patients hospitalisés, et donc d'arriver à les former à la reconnaissance vocale, ceux qui ont des accents, de pouvoir adapter nos systèmes pour que ça fonctionne correctement, donc pour qu'ils puissent systématiser le fait de produire des comptes rendus, de leur dire de ne pas oublier de cocher sur un correspondant médical. Derrière toute l'intelligence que peut avoir le système d'information, il faut qu'il y ait quand même un humain qui lui dise à qui il faut l'envoyer, parmi les centaines de médecins généralistes qu'il peut y avoir sur la Martinique et ailleurs. Et puis derrière ça, leur dire de ne pas oublier de valider leur compte rendu. Et donc il y a encore des petits débats dessus. Donc on fait le travail de pédagogie, mais on est vraiment dans le bon sens. Au départ, j'étais très content quand on disait qu'on faisait 1000 comptes rendus par mois. Maintenant, on en est à 12 000 et l'objectif, c'est de continuer à grandir au fil des démarrages. Et le dossier patient informatisé dans cette affaire est une grande aide, puisque comme on a informatisé le dossier patient, nos comptes rendus sont semi-automatisés parce que le système a l'intelligence pour aller chercher des antécédents, pour aller chercher des allergies, pour aller chercher des prescriptions qui ont été faites, pour que tout soit déjà dans la lettre qui est envoyée au médecin traitant. D'accord. Et c'est le CHU qui mène seul ce travail en fait de relation ville-hôpital et puis sur le DPI, ou vous avez d'autres instances qui aident, notamment parce que le corps médical aussi est quelquefois vieillissant, et cette transition numérique de manipuler des outils, c'est pas forcément évident. Comment sont accompagnés les médecins dans cette transition? Alors, on travaille déjà à tous les niveaux, s'agissant des médecins hospitaliers, au niveau de la direction des systèmes d'information, au niveau de la communauté médicale d'établissement, ce qu'on appelle la CME, c'est une instance. Il y a des référents médicaux qui viennent faire le travail d'évangélisation sur le terrain et aller expliquer comment ça fonctionne. Ça, c'est pour notre part. On le fait à l'échelle du territoire, parce que je suis également directeur des systèmes d'information du GHT de Martinique, qui regroupe Alors, 11 établissements. rappelez le GHT, ce que ça veut dire. Groupement hospitalier de territoire, c'est une structure qui est prévue par la loi pour faciliter la coordination entre acteurs de santé. Et en Martinique, tout le département est concerné, c'est le CHU qui assure la coordination de ces acteurs-là. Et dans ce cas de figure, tous les hôpitaux du GHT sont montés dans le train au même moment. Donc ça veut dire que derrière, on touche plus largement le public. Et s'agissant maintenant de nos correspondants en ville, le travail, on ne peut pas le faire tout seul. On a déjà des contraintes propres au CHU de la Martinique. On s'appuie sur des partenaires. Et parmi ces partenaires, je peux citer la CGSS, sur la sécurité sociale, qui a des médecins informatique et liberté qui se déplacent dans les cabinets pour aider les médecins. Je peux citer le GRAD de Martinique, qui est un groupement d'intérêt public, qui a aussi des ressources. Vous les entendez beaucoup communiquer sur Mon Espace Santé, le carnet de santé numérique. Donc, ils vont faire ce travail-là également de conviction des acteurs sur le terrain. Et puis, on s'appuie beaucoup sur les libéraux eux-mêmes, les médecins eux-mêmes et leur organisme, l'URML, la CPTS que j'ai indiqué, pour qu'eux puissent nous remonter les difficultés que rencontrent les médecins et arriver à faire des soirées thématiques, des échanges, des réunions thématiques pour qu'on puisse s'ajuster. Très bien. Alors, on va parler maintenant d'un sujet dont je parle dans chacune de ces émissions, qui est l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle peut être mise au service du diagnostic dans le monde hospitalier.
Déjà, avant de rentrer dans le détail, vous, comment vous percevez cette révolution de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous y voyez une opportunité pour l'augmentation de la qualité des soins? Alors, quelque part, c'est une vague qui nous tombe dessus. Au départ, je regardais ça avec beaucoup de scepticisme. Quand j'avais des porteurs de projets qui venaient me voir à la DSI en me disant, on a des intelligences artificielles qui font ça, je disais, bon, on va se calmer, Hmm. on va commencer par faire les bases, ce que font des hôpitaux depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'Hexagone, avant de se positionner sur la médecine du futur. Ça, c'était ma première remarque, en se disant, quelque part, on ne va pas faire les Russes qui envoient un chien dans l'espace et puis qui ne peuvent pas nourrir leur population, on va commencer de manière pragmatique. Et finalement, ça nous a rattrapés. Malgré moi, j'ai été rattrapé par l'intelligence artificielle à travers des événements extrêmement simples. Ça part toujours par des histoires de patients. Un patient qui nous écrit avec des difficultés au niveau des urgences, passé aux urgences, des douleurs thoraciques. Le médecin, malheureusement, comme ça peut arriver, vous avez une grosse tension, beaucoup de passages aux urgences, vous êtes fatigué, 3 heures du matin, n'a pas vu des fractures sur une radio. Et le patient nous dit, écoutez, perte de chance pour moi, mon médecin généraliste l'a vu une semaine après. Et donc, on s'est intéressé au marché, on a déployé de l'intelligence artificielle pour aider nos médecins à repérer des fractures sur des radiographies. Ça a été le début de l'aventure pour nous. Puis depuis, cette aventure a continué. Et puis maintenant, on commence à être parmi les pionniers à l'échelle nationale sur l'intelligence artificielle, mais j'y reviendrai si on a le temps. Oui, ben, allons-y. Donc là, on parle d'imagerie médicale, c'est cela? Alors, qu'est-ce qui est déployé aujourd'hui? Alors, sur l'imagerie médicale, l'ensemble des radios qui sont faites aux urgences, maintenant, quand vous passez aux urgences, quand la radio est faite, en plus du regard par l'urgentiste, vous avez une deuxième paire d'yeux qui regarde, à savoir l'intelligence artificielle, puisqu'on anonymise les images, on les remonte dans des serveurs, elles redescendent, et le médecin a un petit encadré qui lui dit attention, il y a une anomalie sur la radio, ce qui permet d'être un peu plus attentif et de demander des examens complémentaires. L'appétit venant en mangeant, quand on a vu ça, on l'a développé pour les radios thoraciques également. Ensuite, on s'est dit, il y a une problématique de cancer sur la Martinique, on a une démographie médicale de radiologues qui n'est pas forcément favorable, donc on va voir comment est-ce qu'on les outille pour sécuriser leur diagnostic et puis leur faire aller un peu plus vite et voir plus de malades en consultation. Et dans ce cadre-là, on a identifié une intelligence artificielle qui vient voir une mammographie et qui est capable de classer la mammographie dans des critères de risque. Est-ce qu'il y a un risque faible de cancer, intermédiaire, élevé, et mettre une note et cadrer encore une fois des zones à risque pour que le médecin puisse se faire une biopsie le cas échéant. Donc on a progressé sur ça. Maintenant on le fait sur des IRM également. Vous avez une sclérose en plaques. Ça prenait énormément de temps au médecin d'aller analyser l'IRM. Ben, l'intelligence artificielle regarde les examens, les compare dans le temps et vous dit là, 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 il y a des plaques actives et ça aide le neurologue derrière sur la prise en charge. Donc on a bien avancé dessus. Je peux en citer une dernière si vous me le Oui, permettez en allez-y. date. Depuis 2 semaines, on sera parmi les premiers en France à aller dessus. On a déployé une intelligence artificielle qui aide le médecin radiologue à faire son compte-rendu. C'est-à-dire que le médecin, s'il n'est pas expert d'une pathologie en particulier, vous venez avec un AVC, vous avez un radiologue qui ne connaît pas forcément bien cette pathologie-là, ben, l'intelligence artificielle a des arbres analytiques qui donnent toutes les informations qu'il faut chercher, et le médecin coche oui, non, donne les mesures, donne les éléments, et le système auto-construit le compte-rendu en face, où il peut prendre son dictaphone, il dicte, et l'intelligence artificielle va regarder s'il a pensé à tout et lui laisse en rouge des points qu'il aurait éventuellement oublié d'analyser. C'est vraiment une révolution et donc il faut qu'on y fasse face. Alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que les médecins sont toujours aux commandes? Comment on s'assure qu'on ne tombe pas dans l'usage pervers de ces IA, ces intelligences artificielles? On sait qu'il peut y avoir des hallucinations. On sait aussi potentiellement qu'il faut toujours justement avoir cet esprit critique. On espère, nous patients, que ça soit toujours l'expertise du médecin. C'est des médecins qu'on vient voir. On a toujours envie d'avoir cette relation d'homme à homme. Comment on s'assure de ça? Comment vous vous assurez que l'IA ne prenne pas non plus le pas sur ben, l'expertise des médecins? Alors je ne peux déjà que vous rejoindre sur le fait que ce soit réellement un risque. Quand je prenais l'exemple de la reconnaissance vocale, il y a de l'IA embarqué derrière, je dicte tous mes mails en reconnaissance vocale, et je fais des fautes d'orthographe et de grammaire, mais j'ai tellement confiance en l'outil que je ne me relis plus. Et le risque, c'est ça, c'est quelque part de perdre en compétences sur le temps. Pour qu'on puisse pallier à ça, ce qui nous est demandé aujourd'hui, parce que les pouvoirs publics ont pris conscience de ce risque sur les intelligences artificielles, derrière l'espérance qu'il peut y avoir sur les risques, la Haute Autorité de Santé a publié un manuel derrière spécifique sur les dispositifs médicaux innovants et donc connectés qui utilisent l'intelligence artificielle et nous dit un certain nombre de choses. La première des choses, ne choisissez jamais l'intelligence artificielle sans avoir travaillé les cahiers des charges avec les médecins. Premiers éléments pour les concerner. Deuxième élément, ne faites pas d'intelligence artificielle sans avoir formé et notamment les acculturer sur le risque, et notamment le risque d'hallucination que vous évoquez. Troisième élément, elle nous dit mettez toujours un humain derrière en termes de contrôle, c'est-à-dire que quel que soit ce qu'on fait,
il y a toujours un médecin derrière qui doit valider. Et on insiste auprès de nos médecins en disant attention, attention, ne perdez pas cette expertise, vous êtes toujours aux commandes, validez, c'est vous qui signez vos comptes rendus et c'est vous qui embarquez la responsabilité médicale dessus. Quatrième élément que nous dit la Haute Autorité de Santé, c'est extrêmement intéressant, c'est de nous dire, quelque part ce qu'on dit chez nous en créole, Joumalé Panipangade, quels sont nos plans de continuité d'activité qui permettent de dire que le jour où l'IA ne fonctionnera pas, comment on s'est organisé pour que le système puisse continuer à tourner. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de réduire le nombre de médecins parce qu'on a des intelligences artificielles, puisque demain, si ça ne fonctionne pas, on sera en difficulté. Puis le cinquième élément qui est assez intéressant dans le manuel de la Haute Autorité de Santé, c'est de nous dire, faites des contrôles qualité. Comment est-ce qu'on fait des contrôles qualité aléatoires pour qu'on tire au sort un certain nombre de dossiers et que l'humain puisse regarder derrière ces dossiers et donner son avis. Et c'est un challenge, c'est un vrai challenge qu'on a avec la communauté, à tempérer l'enthousiasme par la démarche qualité qui peut parfois paraître lourde à mettre en place et en termes de ralentissement du progrès. Très bien. Alors, le temps file. J'ai quand même envie de vous poser une question. Il y a aussi cette image du CHU où on trouve qu'il n'y a pas forcément de moyens. Il y a des histoires où les patients se sont plaints du suivi, euh, beaucoup d'histoires. Mais je sais aussi que vous avez conscience de ça et qu'il y a des progrès, notamment sur des enjeux sur le cancer, notamment le cancer du sein. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui est fait dans cette partie-là? Ok. Oui. Alors je veux le dire ici, nous avons pleinement conscience des difficultés. Les coups de gueule qu'on entend à la radio, les courriers de plainte qu'on reçoit de réclamation, ce sont des réalités qu'il ne faut pas occulter. Elles représentent une part mineure de l'ensemble des 400 000 prises en charge du CHU, mais c'est une réalité. L'innovation qu'on a en ce mois d'octobre, et je suis assez fier et ému de l'évoquer, parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps, c'est la télésurveillance en cancérologie. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, nous avons retenu une solution technologique qui permet de dire, j'ai une chimiothérapie pour traiter mon cancer. On sait qu'en fonction des types de chimiothérapie, il y a des effets secondaires qui sont attendus. Et donc, l'intelligence artificielle qui a derrière ces solutions-là permet de dire le patient est enrôlé sur son smartphone ou sur son ordinateur, donc on l'aide à créer son compte dessus. Quand il valide, quand il a réalisé sa chimiothérapie, il est invité à renseigner un questionnaire le lendemain, le surlendemain. Est-ce que j'ai des diarrhées? Est-ce que j'ai des rougeurs? Est-ce que j'ai des maux de tête? Est-ce que j'ai de la fièvre? Et derrière, on inverse le paradigme. C'est-à-dire que le patient qui était en difficulté entre deux épisodes de prise en charge hospitalière essayait de nous appeler, n'arrivait pas forcément à nous joindre. Et maintenant, ce sont nos algorithmes qui éclairent nos infirmiers de coordination de parcours, qui voient les analyses. L'IA dit patient RS, rien à signaler, patient attention, petit risque, risque élevé ou risque majeur avec des codes couleurs. Et donc, nous, on prend notre téléphone et on appelle ces patients pour les inviter, déjà leur donner des consignes, l'IA leur donne un certain nombre de consignes, mais les inviter à venir éventuellement consulter un médecin. C'est une vraie révolution. On a mis ça en production au mois de mai. Et depuis, on a plus de 500 patients atteints de cancer qui sont télésuivis de manière pérenne au CHU de la Martinique. On a fait une évaluation il y a 2 semaines avec les associations en charge du cancer, Amazon, la Ligue contre le cancer, MATT, et les retours sont quasiment unanimes en termes d'intérêt. Et on a veillé dans le cadre de ce projet, c'est ça qui est assez aussi intéressant, c'est de se dire que le tout numérique, ce n'est pas la solution. On a fait recruter par cette société des ressources martiniquaises et guadeloupéennes qui comprennent le créole. Et pour les patients qui ne peuvent pas renseigner leur formulaire en ligne, on les appelle. Ils font un remplissage téléphonique du formulaire et ça permet de simuler la télésurveillance. Et ça, en soi, je pense que c'est une révolution pour la prise en charge du cancer sur le territoire, filières cancer qui sont en grande difficulté par ailleurs. Très bien. Rodrigue Alexandre, on a pu faire un tour, c'est toujours très court. Quel message vous voulez passer pour conclure par rapport à ce qu'on a pu dire aujourd'hui? Alors, le premier message déjà, c'est de dire que je suis avec vous en plateau, mais je ne suis pas seul. C'est une équipe. Je veux vraiment remercier l'ensemble de mes équipes. La direction des systèmes d'information du CHU, c'est environ 55 personnes. Sur le GHT, c'est des responsables également. Donc, je salue et je remercie l'ensemble de mes équipes et collaborateurs. Deuxième élément, c'est de dire que on n'y arrivera pas tout seul. C'est-à-dire qu'on fait tous ces éléments-là, il faut quelque part un carburant. Le carburant, ce sont les financements. Ce ne sont pas des financements démesurés par rapport à d'autres investissements publics qu'on peut avoir sur les routes, sur les écoles ou dans d'autres secteurs qui sont gérés par nos élus. Et je veux dire ici que le soutien de l'Agence régionale de santé, le soutien de la CTM sur les fonds européens, c'est fondamental. Donc on a une vague de financement qui nous a permis d'embarquer cette révolution pendant ces 3 dernières années. Et là, on ne peut que compter sur le soutien de nos financeurs pour continuer la dynamique et qu'on ne se retrouve pas de nouveau en retard par rapport à l'Hexagone. Et je voudrais terminer par dire que j'ai bien conscience que tout n'est pas parfait au niveau du CHU. J'ai bien conscience que la transformation numérique ne réglera pas tout. Et je crois que c'est un pas significatif qui doit nous rendre fiers de ce qu'on fait en Martinique. Et quand je vais en Guadeloupe, quand je vais dans l'Hexagone et qu'on fait des retours d'expérience sur ce qu'on fait, on a de quoi donner quelques exemples parfois à nos voisins, alors qu'on a toujours le sentiment, quand on s'ausculte soi-même,
qu'on est en retard sur tout. Très bien. Dans quelques secondes, je vous donne rendez-vous pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mon invité du jour, Rodrigue Alexander, donc directeur adjoint au CHU de Martinique, en charge notamment de la transformation numérique. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Dans la masterclass d'aujourd'hui, je voulais vous parler de sobriété numérique et d'IA. Effectivement, l'IA générative, c'est formidable. On génère du texte, on génère des images, mais il faut savoir que chaque requête consomme de l'énergie. On a des serveurs, on a du refroidissement. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer comment réussir à avoir un usage de l'IA qui soit plus sobre et responsable. Alors déjà, il faut savoir que pour avoir tous ces services comme ChatGPT, Gemini, etc., en fait, c'est très gourmand en énergie. Il y a l'entraînement, vous savez, les IA doivent s'entraîner sur nos données, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, chaque génération de texte, d'image, ça consomme également de l'énergie. Plus vous allez avoir une recherche complexe, une tâche complexe, plus ça va générer de l'énergie. Par exemple, générer une vidéo, ça coûte beaucoup plus en énergie que générer du texte. Donc, il y a ce côté fun de générer des images de soi, des images de chat, des images de vidéos. Mais il faut faire attention au piège du fun et de la surconsommation. L'IA se ludique, mais il faut réussir à se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de générer ce contenu? Ça vous permet, quelque part, d'avoir une approche un peu plus éthique. Essayez aussi, quand vous échangez avec les IA, d'être efficace. Soyez précis dans le départ. Essayez d'avoir un prompt qui soit clair et complet. Cela permet d'avoir moins de consommation et donc de devenir un utilisateur plus efficace de l'IA. Il faut aussi penser à réutiliser votre contenu plutôt que de le recréer sans arrêt. Pensez à modifier ce que vous avez déjà, ça consomme moins de ressources. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser le bon outil pour la bonne tâche. Des fois, vous avez besoin d'utiliser une IA qui va beaucoup réfléchir, qui va utiliser du raisonnement, et des fois, c'est une simple tâche, comme une recherche Google, vous avez besoin d'utiliser un modèle très rapide. Donc, un point aussi important, c'est vos données. Évitez de mettre vos données personnelles. Normalement, ce n'est pas nécessaire et surtout, ça va en plus consommer éventuellement plus d'énergie si vous mettez trop d'informations. Voilà, donc vous l'avez compris, essayez d'avoir un usage sobre. L'IA, c'est une opportunité fantastique, mais il y a un impact sur l'environnement. Il faut essayer d'avoir du coup un usage conscient pour devenir des utilisateurs résilients. Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Merci à David Torres et Johan Constant pour la réalisation. Je vous donne quant à moi rendez-vous lundi prochain à 20h10 et à 20h30. Et puis d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.